Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette thématique très complexe qu'est l'argent, j'aimerais d'abord vous préciser que l'un des livres qui a le plus influencé mon mode de pensée, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'aime l'habitude qu'a le Petit Prince de poser des questions qui dérangent, et j'aime sa manière à la fois naïve mais perspicace de voir le monde. Pour que vous puissiez comprendre mon propos sur l'argent, j'aimerais vous en lire un court extrait. C'est le passage où il rencontre le businessman qui compte ses étoiles. « Et que fais-tu de ces étoiles ?» demande le Petit Prince. « Rien, je les possède. »« Tu possèdes les étoiles ? Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ? »« Ça me sert à être riche. »« Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? » À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. Mais comment peut-on posséder les étoiles ? À qui sont-elles ? Riposte grincheux le businessman. Je ne sais pas, dit le Petit Prince. À personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Et ça suffit ? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles parce que personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai, dit le Petit Prince. Et qu'en fais-tu ? Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le Petit Prince n'était pas satisfait. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles ? Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demande le Petit Prince. Ça veut dire que j'écris sur un papier le nombre de mes étoiles et j'enferme ce papier à clé dans un tiroir. Et c'est tout, ça suffit. C'est amusant, pensa le Petit Prince. C'est assez poétique, mais ça n'est pas très sérieux. Le Petit Prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui est éteint, on ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles ? Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le Petit Prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. Je me suis rendu compte très tôt qu'on pouvait appliquer ce mode de questionnement à la Petit Prince, entre guillemets, dans tous les domaines. Prenons par exemple le travail. Si le Petit Prince était ici ce soir et qu'il vous demandait pourquoi vous travaillez, vous lui répondriez sans doute comme une évidence « pour gagner ma vie ». Et on pourrait alors imaginer le dialogue suivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire gagner ma vie ? Eh bien, ça veut dire gagner de l'argent. Et à quoi ça sert de gagner de l'argent ? Eh bien, ça sert à acheter toutes sortes de choses. Mais quelles sortes de choses ? Je ne sais pas, moi, une voiture. Et pourquoi as-tu absolument besoin d'une voiture ? Mais pour aller travailler, pardi. Travailler pour acheter des choses, pour aller travailler. Et là, le Petit Prince se dirait « Décidément, les grandes personnes sont tout à fait extraordinaires. Elles perdent leur temps à vouloir gagner leur vie. » Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, gagner sa vie ? Est-ce que ça veut dire gagner de l'argent ? On connaît tous l'expression « le temps, c'est de l'argent ». Et l'argent, alors, c'est quoi ? Du temps. Ce serait logique. Si A est égal à B, alors B est égal à A. En mathématiques, c'est ce qu'on appelle une implication réciproque. Il n'y a pas besoin d'être Albert Einstein pour comprendre ça. Et puis, en toute honnêteté, je me sens plus proche de la pensée du Petit Prince que de celle d'Albert Einstein. Quoique.
l'imagination est plus importante que le savoir. Imaginons un système dans lequel l'argent serait du temps. Après tout, c'est quoi l'argent? Oh, je suis sûre que vous croyez tous savoir ce qu'est l'argent. Si le petit prince était ici ce soir et qu'il vous posait la question, vous lui sortiriez probablement de votre poche des pièces et des billets et vous lui expliqueriez comment on s'en sert pour acheter des marchandises ou des services. Certains auraient peut-être le réflexe Internet et vous trouveriez alors des centaines de sites qui parlent de l'argent sous toutes ses formes, de ses origines à nos jours, avec des définitions très complexes. Je vous conseille d'aller les voir, ces sites. C'est très instructif. Pour ma part, sans vouloir faire un cours d'économie, ce qui serait assez rébarbatif, j'aimerais vous donner quelques chiffres pour vous permettre de comprendre l'argent du XXIe siècle. 4 000 milliards. On n'est pas tous coutumiers de ce genre de nombre à autant de chiffres. Donc celui-là se lit 4 000 milliards de dollars par jour. C'est ce qui s'échange tous les jours sur les marchés financiers. 4 000 milliards, dont seulement 2% correspondent à la production effective de biens et de services. L'économie, l'argent du moins, n'a plus rien à voir aujourd'hui avec l'économie réelle, et encore moins avec les pièces et les billets. Les pièces et les billets représentent une part infime de la masse monétaire, de 5 à 8% dans la zone euro. Une part qui tente à diminuer et dont une grande partie n'est pas utilisée, mais simplement thésaurisée, c'est-à-dire épargnée pour faire encore plus d'argent. On vit dans un système des plus inégalitaires. Les 2% des plus riches possèdent 50% des richesses mondiales. 2%, 50%. Les 3 personnes les plus riches ont une fortune équivalente au PIB des 48 pays les plus pauvres, soit 600 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. En 2006, la dette publique de la France, cette fameuse dette publique dont on entend parler tout le temps et partout, était de 1 400 milliards. Et l'équivalent de cette somme a déjà été remboursé entre 1973 et 2006 au seul titre de l'intérêt, sans pour autant jamais réduire le principal, c'est-à-dire l'argent emprunté au départ. 1973, c'est une année historique dans le monde de la finance et dans l'histoire de la monnaie. Parce que depuis cette date, les États ont interdiction de produire la monnaie dont ils ont besoin, comme c'était le cas jusqu'alors. Ils sont désormais obligés de l'emprunter à des taux très élevés aux banques privées. D'où cette notion de dette publique, qui est en fait une notion très récente, 40 ans, avec toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Une notion qui pourtant fait partie de la mentalité citoyenne comme une habitude, voire une évidence. Ce génie de la finance, je pense connu de tous, fondateur d'une grande lignée, était un visionnaire. En son temps, il avait prédit ce qui se passe aujourd'hui, que ceux qui détiennent le pouvoir de création monétaire dirigent le monde. Si le petit prince était dans la salle, je pense qu'il serait très perplexe. Et à voir la tête de certains d'entre vous, je pense qu'il n'est pas le seul. Aujourd'hui, le monde est presque entièrement modelé par notre rapport à l'argent. Alors je dis presque, parce qu'heureusement, il y a des irréductibles Gaulois qui luttent encore et toujours contre l'envahisseur. La légende dit que certains d'entre eux sont tombés dans une marmite de potions magiques étant petits, mais bon, bref. En tout cas, ces irréductibles Gaulois ont un rapport différent à l'argent,
un rapport, une vision de Petit Prince, on va dire. Leur questionnement est le suivant. Si demain l'argent venait à disparaître, est-ce que nous nous arrêterions de vivre? Est-ce que les céréales cesseraient de pousser dans les champs? Est-ce que les animaux arrêteraient de se reproduire? Est-ce que les légumes disparaîtraient des jardins? Est-ce que nous oublierions instantanément toutes les connaissances accumulées depuis la nuit des temps? Est-ce que nous perdrions nos compétences? La réponse est non, évidemment. L'argent n'est qu'une unité de mesure, comme les centimètres, comme les kilos, comme les litres. C'est un outil qui est censé favoriser l'échange. C'est sa fonction première et la raison pour laquelle il a été créé. Et pourtant, aujourd'hui, il est un frein à ce même échange qu'il est censé favoriser. Alors, ces irréductibles Gaulois ont voulu lui rendre sa place, sa fonction première. Et pour cela, ils ont inventé un système d'échange local, un CEL. Ils ont osé imaginer un système dans lequel l'argent, c'est le temps. Le temps passé à faire quelque chose pour quelqu'un. Et toute la comptabilité se fait non plus en euros ou en dollars, mais en minutes. Alors, il n'y a pas qu'un seul village d'irréductibles Gaulois. En France, il y en a plus de 600. Il n'y a pas que des Gaulois, d'ailleurs, puisque le premier CEL est né au Canada en 1982. Il y en a des milliers aujourd'hui à travers le monde. En France, les premiers irréductibles Gaulois ont été recensés non pas en Bretagne, comme pourrait le laisser penser la légende, mais en Ariège en 1994. Et depuis 2009, des irréductibles Gaulois se sont regroupés ici, à Reims, où près de 400 personnes ont expérimenté le principe fondamental du CEL, à savoir échanger des biens, des services, des savoirs, sans argent. Alors comment ça se passe? Eh bien, il y a un système de comptabilité, comme nous l'avons dit, puisque tout échange a de la valeur. Mais ce qui est mis en avant, c'est le lien humain qui se crée lors de cet échange. On a donc créé ce qu'on appelle dans notre jargon une MLC, une monnaie locale complémentaire. Au CEL de Reims, on l'appelle le grain de sel, c'était fun. À Troyes, c'est la bulle pour le champagne. À Paris, c'est le piaf. Mais peu importe le nom qu'on lui donne, le principe est toujours le même. Un grain est égal à 1 minute de temps. Ou 1 minute est égale à 1 grain. Ça marche dans les deux sens, c'est ce qu'on appelle, on l'a vu tout à l'heure, l'implication réciproque. Partant du principe qu'on a tous 24 heures dans une journée, dans ce système, on part tous à égalité. Et le temps de l'un vaut le temps de l'autre. Il n'y a pas de notion de pénibilité car il ne s'agit pas d'un travail. Chaque personne au CEL propose les services qu'il a envie de donner aux autres. Et s'il est malin, il propose ce qu'il aime faire pour les autres. L'avantage du système par rapport à un troc classique, c'est que vous n'êtes pas redevable d'un service à une personne qui vous en a rendu un. Donc pour schématiser, on va dire que Pierre va tondre la pelouse chez Paul, qui va installer des étagères chez Jacques, et le système s'équilibre de lui-même. Au CEL de Reims, toute la comptabilité est transparente. Chaque membre a accès aux comptes des autres membres. Et cette transparence permet d'instaurer la confiance et d'éviter les abus pour peu qu'on y instaure quelques règles. Une autre particularité du CEL de Reims, c'est que pour faire partie de l'association, la cotisation se fait également en temps. Chaque membre a obligation de donner 1 heure de son temps par an pour le groupe. Ce système permet une implication beaucoup plus importante de la part des adhérents, implication indispensable au fonctionnement d'une association. Et surtout, nous avons eu envie d'aller au bout de la démarche et de montrer qu'une communauté peut fonctionner sans aucun enjeu d'argent. L'objectif étant de remettre l'humain au cœur de l'échange. Alors nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien qu'une monnaie locale n'est pas une solution en soi, ni pour faire face à la crise économique, ni pour combattre le système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais c'est un outil pédagogique très intéressant
pour transformer la pensée humaine et faire en sorte que notre rapport à l'argent devienne un rapport plus sain, plus juste et plus équitable. Qu'on se rende compte que l'argent est bien une monnaie d'échange et pas une fin en soi, de manière à être dans la création et non dans la destruction, car les vraies richesses sont sur terre et en chacun de nous. Il y a un proverbe indien que j'aime beaucoup et qui dit « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. » Mon propos ce soir n'est pas de faire une critique radicale de l'argent en tant que tel, mais une invitation à vous questionner sur votre propre rapport à l'argent et sur l'impact qu'il a sur votre vie. Si vous souhaitez vous affranchir de ce pouvoir qu'a pris l'argent au XXIe siècle, je vous invite à vous engager vers ces voies nouvelles que sont les monnaies locales complémentaires. Je vous en ai présenté une à travers les selles, mais en fait, il en existe de nombreuses et on peut encore en créer d'autres. Si vous souhaitez changer votre rapport à l'argent, vous avez les moyens d'agir au lieu de subir. Et pour conclure, je dirais, comme le disait le Mahatma Gandhi, cet homme extraordinaire qui a fait céder un empire par la seule force de sa volonté, soyez vous-même ce changement que vous souhaiteriez voir dans le monde. Merci de votre attention.